toutes ces dispositions crâniennes vont avoir un intérêt pour nous très important parce que, en fait, vous avez ici une fontanelle antérieure. C'est la fontanelle de vie, puisqu'elle va se fermer aux alentours de 18 mois. Et vous avez ici une fontanelle postérieure, qui, elle, va au contraire se fermer un mois après la naissance. Ces fontanelles-là, finalement, se ferment ou restent ouvertes par l'intermédiaire de la faue du cerveau qui va gérer le corps calleux et la tente du cervelet qui va gérer la substance réticulaire. Quand vous avez tous ces crânes ici, en généralité, vous avez le phénomène inverse. Vous avez un phénomène inverse, c'est-à-dire une fontanelle antérieure qui se ferme très rapidement. Certains enfants ou certains bébés l'ont même déjà fermée dès la naissance, ou vous avez une fontanelle postérieure qui reste ouverte. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir une forte interférence sur le corps calleux qui distribue largement les informations entre le cerveau droit et le cerveau gauche. En fait, il n'y a pas... Pendant longtemps, on a répertorié le cerveau droit comme étant celui de l'imaginaire, le cerveau gauche comme celui du calcul. Pendant longtemps, ça a été « Ah, vous êtes plutôt un cerveau droit qu'un cerveau gauche ». Ben non, on est les deux cerveaux. Mais ce qu'il fallait comprendre, c'est que le corps calleux, lui, permettait en général de compenser l'un et l'autre dans leurs incapacités et dans leur inhibition, comme on a parlé, des aires cérébrales. Ça, c'était intéressant de comprendre ça, et que le corps calleux le fait grâce, finalement, à la faue du cerveau et à son action, justement, par l'intermédiaire des os du crâne qui peuvent la diriger, ou qui elle-même peut diriger en fonction des besoins neuronaux et des besoins de vie de l'individu. Donc cette fontanelle antérieure a beaucoup d'importance pour nous dans le fait, comme la fontanelle postérieure, dans le fait qu'elles doivent être pour nous un principe qui nous permet de retrouver finalement, à la fin de notre traitement, si nous avons pu inverser le processus de la tension de la faue du cerveau. Et ça, on peut le faire puisque pour nous, c'est une tension de membrane réciproque que nous connaissons bien. Le principe du frontal, du pariétal et de l'occipital donne trois états fondamentaux. C'est ce qu'on appelle les trois états fondamentaux. Le principe de l'occipital, donc du cerveau reptilien ou du cerveau archaïque, est celui de l'hérédité. Donc c'est celui qui va enregistrer toute l'hérédité parce qu'il a des structures, la substance noire, le striatum, l'hippocampe, des structures qui sont finalement des enregistreurs des mémoires de l'hérédité. Ça, on ne pourra pas le dénigrer, c'est prouvé, c'est archi-prouvé. Et vous avez donc, ça c'est un principe qui, à partir du moment où l'hérédité est compromise, et n'est pas suffisamment, je dirais, dévoilé dans la vérité, à partir de ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle les peurs héréditaires. Des peurs qui vont être transmises parce qu'il n'y a pas les appuis fondamentaux des liens qui devraient se faire au niveau familial ou des échanges ou des ruptures. Vous savez que c'est très grave, une rupture d'hérédité, par exemple, entre des grands-parents et des parents. Ce n'est pas anodin du tout. C'est coupé, c'est une coupure psychologique d'hérédité extrêmement douloureuse pour les petits-enfants et pour les enfants plus tard. Il y a un lien fondamental qui se fait où les petits-enfants sont très attachés, je dirais, à l'authenticité des grands-parents, à ce qu'ils portent en eux, à cette qualité finalement de compréhension qu'ils ont eue de la vie et qu'ils vont leur transmettre. C'est fondamental. Et ces coupures-là sont absolument terribles parce qu'il y a des fâcheries, comme on dit, qui ne sont pas dévoilées et qui finalement sont redoutables parce qu'elles comportent finalement un ressentiment que l'organisme vit extrêmement mal, et notamment au niveau des intestins, pour donner que cet exemple. Et donc ces peurs-là archaïques ont énormément d'importance. Vous avez les pariétaux, donc le cerveau du milieu, on va le dire, qui est le principe du manque de l'individu proprement dit, donc la peur du manque.
Donc on avait la peur archaïque, et on a la peur du manque. Bon, manque de nourriture, manque de moyens, manque de capacité pour se faire plaisir, pour évoluer, pour être à la hauteur de ce que l'autre a et qu'on n'a pas, etc. Besoin de pouvoir, manque de pouvoir, et ainsi de suite. Donc tout va se faire au niveau des pariétaux. Et enfin, vous avez un système qui est très important, et c'est le système frontal, où la peur est ce qu'on appelle la peur frontale. Alors cette peur-là, c'est la peur qui va entraîner un temps de vigilance par rapport à la prédation, c'est-à-dire à la peur de l'agression. C'est celle qui va nous faire qu'on va toujours être soit dans la fuite, soit dans le combat. Ce système-là est important, c'est le système neurovégétatif qu'on a vu précédemment. Et donc ça, c'est fondamental de donner justement ces trois états. Et il faut comprendre une chose aussi qui me semble enfin importante, qui est un petit peu plus compliquée, mais que je crois qu'on ne peut pas passer à côté justement par rapport à ce qu'on vient de dire sur les peurs frontales. Alors c'est un petit peu plus compliqué, je vais essayer de vous la résumer le plus simplement possible parce que ça comporte les cortex singulaires antérieurs, des mots un peu barbares, mais en essayant d'aller doucement et tranquillement, ça peut vous intéresser par rapport au devenir d'un être humain aujourd'hui. Donc il faut savoir que ce cortex préfrontal, il a un rôle dans le sens de nos émotions. Et donc, il faut quand même décrire comment il va fonctionner par rapport au système limbique, qui est un système postérieur, justement par rapport à nos archaïsmes. C'est important de savoir que ce système préfrontal, ou cortex frontal ou orbitofrontal, va inhiber notre archaïsme. Et en inhibant notre archaïsme, il va nous empêcher de prendre conscience réellement de tout ce qui nous a été transmis et tout ce qui est mémorisé dans toutes nos cellules du corps. Vous savez, les bactéries, elles ont un archaïsme. D'ailleurs, les premières bactéries, on les appelait les archéobactéries. C'est pour dire, elles ont donc une mémoire. Ensuite, les bactéries, elles sont devenues, je dirais, on appelait ça des prokaryotes. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas de noyau. Comme elles n'avaient pas de noyau, ces bactéries restaient solitaires, c'est-à-dire qu'elles étaient uniformes, sans noyau. C'est les premiers êtres vivants, elles n'avaient pas de noyau reproducteur. Ensuite, ces prokaryotes sont devenus des eucaryotes, c'est-à-dire qu'elles se sont mis à avoir un noyau et à partager leur ADN avec d'autres bactéries. Elles sont devenues deux. Or, un enfant, quand il naît, quand se fait son système embryologique, c'est un système de dualité au départ. Vous avez un endoderme, celui de la mère, et vous avez un ectoderme, celui du père, et les deux vont se mélanger ensemble. C'est un système de dualité qui se fait par les mouvements de l'eau, d'ailleurs. Et ensuite, ces bactéries se sont mises en communauté, c'est-à-dire qu'elles ont formé un troisième groupe, un groupe de 2 et un groupe de 3 communautaire. Et l'enfant, lui, est venu pareil. Il va devenir ensuite, au niveau embryologique, dans un système de trinité, c'est-à-dire de 3, c'est-à-dire l'aspect mésodermique va venir se mettre entre celui de la mère et celui du père, c'est-à-dire entre l'endoderme et l'ectoderme. Et bien, c'est un principe archaïque qui s'est fait pendant 10 millions d'années et qu'on ne peut pas aller contre. Aujourd'hui, on va malheureusement contre parce que la peur a tout fait changer l'individu et finalement a cloîtré un individu dans une position solitaire et non plus dans une position de dualité. Je n'ai pas besoin de rappeler qu'il y a énormément de séparation par rapport à la dualité et par rapport à la communauté d'êtres. Et en fait, tout ça est fait parce que nous ne sommes plus dans une vie, mais dans une survie. Et c'est ce que je veux vous prouver par le cortex préfrontal. Si c'est un petit peu, je dirais, scientifique, il ne faudra pas m'en vouloir. Ce cortex préfrontal est un organe qui va alerter le thalamus, qui est le centre des informations entrantes. Le thalamus est associé à l'hypothalamus, donc au système limbique postérieur dont on vient de parler. Le thalamus va informer l'amygdale. L'amygdale, ce n'est pas les amygdales qu'on va vous retirer ou les amygdales que vous avez au fond de la gorge, c'est l'amygdale qui est derrière le rocher temporal, donc derrière l'os temporal, ici, là, le rocher qu'on a ici,
Voilà un beau rocher d'ailleurs. On appelle ça le rocher parce que c'est une structure cérébrale qui est comprise entre la rentrée de l'air et les liquides endolymphatiques qui sont derrière. Et en fait, c'est intéressant parce que ça modèle toute cette base temporale comme ayant la forme d'un rocher. Les anatomistes sont assez étonnants pour ça. Donc, le rocher ici, et l'amygdale est bien derrière cette partie-là. Donc, ce n'est pas l'amygdale qui est ici au niveau palatine. Et en fait, va informer l'amygdale qui est la structure qui est chargée de traiter la menace. Tout ce qui est menace est traité par l'amygdale. Donc, ça, c'est important. Et qui va activer l'hypothalamus, dont on vient de parler, qui va déclencher la réponse motrice pour une réaction automatique de combat ou de fuite. Le thalamus, lui, finalement, va aussi alerter une autre structure antérieure qui s'appelle le cortex singulaire antérieur dans le corps calleux. Donc là, vous voyez l'importance de la faune du cerveau, dont on vient juste de parler à l'instant. Cette faune du cerveau qui va être soumise à la tension, justement, du cortex singulaire antérieur, et qui forcément, à partir de ce moment-là, comme c'est une membrane qui n'a pas d'élasticité, va résonner sur les os du crâne et qui va être pour nous très importante pour le ressenti de l'écoute de nos mains. Donc ce cortex singulaire antérieur, par la faune du cerveau, c'est celui qui dirige l'attention et qui mémorise les expériences émotionnelles. Ce cortex singulaire antérieur va lui de même activer le cortex orbitofrontal, donc le cortex antérieur, le cortex qu'on a ici sur le crâne orbitofrontal, qu'on appelle le COF, qui va stimuler les aires émotionnelles du système limbique. Ces aires émotionnelles du système limbique sont gérées par une autre membrane qui est la tente du cervelet, c'est-à-dire celle qui s'accroche justement sur les temporaux où se trouve l'amygdale. Donc vous voyez, cette tente du cervelet, lui, va nous régler notre hypothalamus, va nous régler notre amygdale, et on peut la ressentir au niveau de la tente du cervelet. La tente du cervelet qui donc va s'insérer ici, là, sur les rochers de chaque côté, et puis ensuite va faire tout le tour, comme ça, ici. Et ici, la faune du cerveau, ils vont se croiser ensemble, ça va faire une croix, comme ça, et qui, elle, va partir ici toutes les structures médianes des os du crâne pour s'insérer sur une structure très jolie, d'ailleurs, au niveau du nom, qu'on appelle la cristagallie. J'aime beaucoup et qui est une partie de l'ethmoïde. Donc une partie qui va former le rhinencéphale, le ressenti. Ce cortex singulaire antérieur va activer le cortex orbitofrontal et stimuler les aires émotionnelles du système limbique, mais en déclenchant des émotions négatives, comme l'effet de surprise, la colère et la peur, ou la menace. À partir de ce moment-là, le cortex orbitofrontal va informer le cortex préfrontal lui-même et l'amygdale qui agit en retour pour analyser la situation dans une pensée consciente. C'est-à-dire que quelque part, votre cortex frontal, il va se dire « Oh là là, attention, là-dedans, il y a de la colère, il y a de la peur, il y a de la menace. » À partir de ce moment-là, analysons, conscientisons ce qui va se passer et favorisons l'attention à ce qui va se passer aux dépens des émotions. À partir de ce moment-là, ce cortex préfrontal va réguler l'émotion en fonction de ce contexte de l'environnement, c'est-à-dire qu'il va l'inhiber. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, on peut penser que le cortex frontal conscientise de plus en plus, et ça se voit par rapport au crâne, en reprenant notre crâne, à ce sphénoïde en extension qui ne peut plus s'ouvrir et permettre à la fois au corps calleux, à la fois à l'hypothalamus, d'être régulé par la faune du cerveau et la tente du cervelet, dans une harmonie où chacun donne à la fois sa mobilité et sa stabilité. Aujourd'hui, au contraire, c'est conscientiser la situation, l'analyser de façon à ce que la peur, la menace ou la violence qu'il y a dedans nous permettent la fuite ou le combat ou l'inhibition de l'action.
Et je voulais prendre cet exemple-là, si vous voulez, par rapport à tout ce qu'on a parlé au niveau des trois cerveaux, pour comprendre qu'une société où on peut s'interroger aujourd'hui s'il est bon de favoriser un cortex préfrontal comme ceci, où justement ce système met en jeu pour nous des informations qui sont automatisées, c'est-à-dire très souvent contre nos choix, contre nos désirs, contre notre propre volonté, contre notre capacité d'aimer et contre notre ressenti.